Quand j'étais petit, j'avais à la maison un dictionnaire encyclopédique. Et à la différence des dictionnaires normaux, où l'on retrouve que la définition des mots, dans les dictionnaires encyclopédiques, l'on retrouve en plus l'introduction de personnalités d'horizons divers. Et ce qui me fascinait quand il m'arrivait de lire l'introduction de certaines personnalités, c'est que certaines d'entre elles affichaient mathématiciens, physiciens, chimistes, psychologues. Ou encore mathématiciens, physiciens, sociologues, hommes d'État. C'est quelque chose qui me fascinait, je n'arrivais pas à comprendre comment ces personnes-là arrivaient à être aussi performantes dans autant de domaines. Et après, le temps passe, et j'avais 17 ans et je lis L'avenir de la science d'Ernest Renan. Et je lis une citation dans laquelle il dit la polymatie est la condition de la haute intelligence esthétique, morale, religieuse, poétique. Et c'est la première fois que j'arrive à mettre un mot sur ces personnes-là, puisque je découvre qu'en fait, les gens qui arrivent à être performantes, les gens qui arrivent à être performants dans beaucoup de domaines, on les appelait des polymathes. Et quelques temps plus tard, je lis l'américain Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, et je découvre que dans toutes les sciences expérimentales, en fait, il y a ce qu'on appelle des paradigmes, et à partir de ces paradigmes-là, des théories apparaissent, et pour traiter les cas particuliers par rapport à ces théories-là, on développe ce qu'on appelle des modèles théoriques. Globalement, c'est comme ça que ça se passe, même si c'est une façon très simplifiée de présenter le sujet. Et au fur et à mesure, à travers les études, je découvre qu'en fait les mathématiques sont omniprésents dans pratiquement toutes les disciplines et qu'il y a ce qu'on appelle le pouvoir d'abstraction, c'est-à-dire que certaines personnes sont capables d'utiliser le raisonnement mathématique dans différents domaines et parfois dans des secteurs qui peuvent paraître très éloignés à première vue des mathématiques. Et après, je finis mes études et je décide de m'inscrire à la faculté des sciences humaines parce que ça faisait déjà très longtemps que je m'intéressais à la psychologie, à la sociologie et je me dis pourquoi pas m'inscrire pour me faire plaisir et pour découvrir. Et je m'inscris, en fait, je n'assistais pas au cours, pratiquement pas du tout. Pourtant, j'ai validé le premier semestre. J'ai pas continué pour des raisons personnelles, mais j'ai validé le premier semestre pratiquement sans avoir assisté au cours. Mais au début, j'ai assisté à un cours, Introduction à la psychologie, pour découvrir. Et dans ce cours-là, le professeur parlait de paradigmes, de théories et de modèles théoriques. Et là, je fais le lien et je comprends comment ces personnes faisaient pour être performantes dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire qu'elles ont bien assimilé le raisonnement humain, c'est-à-dire le raisonnement scientifique, la façon de faire, et qu'après il ne reste que le contenu. Et le contenu, tout cerveau normalement constitué peut le découvrir, peut l'assimiler. C'est-à-dire, je suis conscient qu'il pourra l'assimiler à des niveaux différents, c'est-à-dire ce sera toujours différent d'une personne à une autre, mais en tout cas, il pourra assimiler et comprendre de quoi il s'agit. Et s'il a le raisonnement derrière, il pourra avoir, ou plutôt être connaisseur dans plusieurs domaines, que ce soit la mécanique, l'électronique, l'électricité, l'informatique, le génie civil aussi, c'est toujours la même façon de faire, le même raisonnement. Des fois, c'est même les mêmes équations mathématiques derrière. Donc, c'est des gens qui ont bien assimilé cette façon de faire. Après, il y a une différence entre les sciences humaines et les sciences expérimentales. Dans les sciences expérimentales, on est un peu plus précis. Mais dans les sciences expérimentales, il faut savoir aussi que ce n'est pas une vérité immuable, c'est une vérité sujette à l'erreur, sujette à l'évolution, et c'est le cas aussi pour les vérités dans les sciences humaines. Donc il y a une certaine imbrication, il y a toujours certaines similitudes qu'on arrive à voir quand on a assimilé ce raisonnement, ou plutôt le raisonnement qu'on pourrait appeler la philosophie des sciences. Donc, quand on a découvert ça, quand j'ai bien assimilé cela, il y a eu le déclic. Et là, on comprend, en fait, c'est une leçon de vie que, en fait, ce qui peut paraître impossible à un certain moment, ce qui me paraissait presque impossible quand j'étais petit, en évoluant, en apprenant, on découvre qu'en fait, c'est possible si on a les bons ingrédients, si on a la bonne information au bon moment et qu'on a les bons moyens à disposition.
Et si ce que je suis en train de vous dire vous intéresse, c'est que sans doute vous êtes intéressé par le domaine qui traite les méthodes scientifiques et la façon de faire des scientifiques, et que sans doute vous êtes intéressé par l'épistémologie.